Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Alors peut-être que vous vous sentez fatigué, comme 66% des Français. Alors en même temps, c'est vrai, c'est l'hiver, on manque de lumière, on est enrhumé. Mais si cette fatigue perdure ou s'aggrave, attention, d'autres causes sont peut-être à rechercher. Et on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Manque de sommeil, pression au travail, changement de saison, les raisons invoquées par les Français pour expliquer leur fatigue latente sont toujours les mêmes d'une année sur l'autre. Et si cette fatigue avait d'autres causes, des causes physiologiques qui ne relèvent pas forcément d'une maladie et sur lesquelles on pourrait agir de façon naturelle, ça tombe bien, c'est justement la spécialité de mes invités, remonter à la source du problème pour soulager durablement un symptôme par des solutions les plus naturelles possibles. Guénelle Abéguilé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes kinésithérapeute de formation, formatrice en micronutrition et santé fonctionnelle et également spécialisée en hormonologie. Merci de revenir sur le plateau de La Santé d'abord. Et vous êtes notamment l'auteur d'un livre à mettre entre les mains de toutes les femmes, Troubles hormonaux, reprenez le pouvoir, paru aux éditions Résurgence. Vous ne le savez peut-être pas, mais une ovulation de mauvaise qualité peut altérer notre santé physique, psychologique et générer notamment de la fatigue. C'est notre sujet du jour, ça tombe bien. Bruno Méret, bonjour. Bonjour. Merci également de revenir nous voir sur le plateau de La Santé d'abord. Vous êtes ingénieur en biochimie, consultant en micronutrition et auteur de Défendez-vous aux éditions Solar et maîtrisez vos protocoles santé aux éditions Résurgence. Voilà, c'est le premier guide qui existe sur toutes les analyses fonctionnelles et nutritionnelles que l'on peut réaliser pour prendre soin de sa santé de façon la plus personnalisée possible. Et vous nous direz notamment quelles sont les analyses à réaliser, en tout cas que vous conseillez en cas de fatigue persistante, après avoir éliminé bien sûr une pathologie sous-jacente auprès d'un médecin. En tout cas, je suis très heureuse que vous soyez là. Je suis très heureuse d'aborder avec vous ce sujet de la fatigue sous un angle inédit, parce qu'il y a des causes auxquelles on ne pense pas forcément et qui pourtant mériteraient d'être recherchées beaucoup plus souvent. D'autant que leur prise en charge reste finalement assez simple dans la plupart des cas. Mais avant, je propose d'aller à la rencontre des Français et d'évaluer leur état de fatigue. C'est un reportage d'Élise Comarteau. Peut-être qu'en hiver, on a plus tendance à être fatigué. Et puis peut-être que c'est un peu psychologique aussi, comme il fait nuit plus tôt. Peut-être que notre cerveau nous dit qu'on est fatigué plus vite. C'est plus difficile de se lever le matin quand même. Faut pas se mentir. Mais c'est parce qu'il fait froid. Si on est fatigué, on a tendance à aller facilement vers la malbouffe aussi. Donc il s'agit d'avoir une petite rigueur, on va dire. Aujourd'hui ça va parce que je travaille pas, mais sinon la plupart du temps, oui, je me sens fatiguée en hiver. J'essaye d'économiser mon énergie l'hiver, de voir un peu moins de monde que l'été. C'est moins propice l'hiver. J'essaie de me reposer, c'est pas évident. Avec les écrans, on reste un peu mobilisé alors qu'il faudrait se reposer. Quand on dort mal, en fait, je pense que le sommeil, c'est hyper important. De faire des micro-siestes, de se poser, parce que je dors pas beaucoup en général, mais surtout, c'est de m'écouter. Quand je sens que je suis fatigué, si je peux, je me pose, je prends un quart d'heure pour moi et voilà. À partir de l'hiver, tous les soirs, c'est ça, c'est douche, karité, un peu de lecture. On s'était dit ce matin qu'on n'avait pas envie d'aller travailler, que c'était vraiment la journée où on serait bien resté en télétravail. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on est fatigué, que les vacances sont loin. Il y en a qui disent café, mais je suis pas très café. Moi, je mets un bon chocolat chaud quand même, ça fait du bien et ça me réchauffe le cœur en tout cas et l'esprit, donc ça me fait plaisir. Voilà, un bon chocolat chaud pour réchauffer le cœur et l'esprit. Il y a évidemment toutes ces causes naturelles de la fatigue, le stress, la surcharge de travail, on en a beaucoup parlé, les infections virales, la grippe, Covid, etc. Ou encore une consommation excessive de drogue, d'alcool, de dépression. Mais en revanche, quand faut-il s'inquiéter ? Quand faut-il aller consulter parce que cette fatigue n'est peut-être pas normale, Bruno ? Quand faut-il consulter ? C'est vrai qu'il y a déjà... Quand on veut consulter pour la fatigue, c'est vrai qu'on renvoie souvent déjà sur des... On pense à des causes médicales déjà en premier lieu. Il faut renvoyer éventuellement sur exclure des pathologies en premier lieu. Et puis ensuite, on peut
en effet, lorsque la fatigue devient chronique, traînante, qu'elle nous invalide vraiment au quotidien, on peut éventuellement consulter en micronutrition, par exemple. Voilà, après avoir éliminé, bien sûr, une maladie sous-jacente, mais c'est vrai que ce sont souvent des fatigues qui durent, qui peuvent s'accompagner d'amaigrissement, de douleurs, etc. Là, évidemment, il faut aller consulter, puisqu'aujourd'hui, dans cette émission, nous allons plutôt parler des causes qui relèvent de modifications d'hygiène de vie ou de carences en vitamines, en minéraux, etc. Alors, parlons justement d'abord d'une des causes les plus fréquentes et évidentes de la fatigue, c'est le manque de sommeil. 7 Françaises sur 10 souffrent de troubles du sommeil, un chiffre encore jamais atteint aujourd'hui. Alors, en dehors de l'alcool, des écrans dont on use et abuse, notamment le soir, ou encore la pratique d'une activité physique en fin de journée, il y a une cause qui est peu connue et pourtant très fréquente d'une altération du sommeil, c'est la carence en magnésium, Guénaëlle. Oui, tout à fait. Alors, par plusieurs mécanismes, le magnésium peut être responsable de fatigue. Donc, d'une part, parce qu'effectivement, un manque de magnésium va altérer la qualité du sommeil, et aussi parce que le magnésium est indispensable à la synthèse de l'énergie. Donc, effectivement, il faut y penser, une petite complémentation en magnésium sur une durée plus ou moins longue, même en continu si nécessaire, avec un magnésium de bonne qualité pour qu'il soit bien toléré et bien assimilé. De bonne qualité, sous quelle forme et à quelle dose? Voilà, donc du coup, les doses vont dépendre de la carence qui va être évaluable en fonction des signes cliniques. Plus il y a de signes cliniques de fatigue ou de manque de sommeil, paupières qui sautent, voilà, tout ce qui est tension musculaire. Ouais. Et si on a beaucoup de signes, on va pouvoir aller vers des doses assez élevées, pouvant aller, on va dire, jusqu'à 10 mg par kilo par jour quand même, donc ça va assez vite. Et pour des doses plus standards, autour de 5-6 mg par kilo par jour. Et donc, on va favoriser des sels bien tolérés, comme les bisglycinates ou les glycérophosphates, par exemple. Voilà, et éviter... Parce que souvent, les gens nous disent « Oh là, je ne prends pas de magnésium parce que ça me fait mal au ventre, ça entraîne des troubles digestifs. » Mais les formes, effectivement, bisglycinates sont plutôt très bien tolérées. Exactement, tout à fait. Et puis attention également, un patient qui est fatigué toute la journée, qui s'endort au volant, qui a un diabète, par exemple, de type 2 qui s'aggrave, là, il peut y avoir un problème d'apnée du sommeil. Et il faut aller consulter un médecin, Bruno. Oui, là, c'est vrai. Moi, j'en observe souvent. Je renvoie souvent des gens qui ont ce type de symptomatologie que vous venez d'évoquer vers des médecins pour des diagnostics d'apnée du sommeil, parce que c'est quand même assez fréquent. Et donc, ça fait partie, évidemment, des pathologies d'exclusion qui sont importantes à tout de suite repérer. Donc, il y a des somnolences diurnes, on peut s'endormir carrément. Là, je pourrais m'endormir là, si j'avais une apnée du sommeil en plein plateau télé, par exemple. Ouais. Et voilà, donc, il y a des situations assez typiques où il ne faut pas hésiter à envoyer chez le pneumologue évidemment pour un diagnostic. Là, vraiment. Et les facteurs de risque, on les rappelle rapidement? Surpoids, essentiellement, quand même, je crois que c'est 90%, enfin je ne fais pas vraiment, mais 90% du surpoids. Puis il y a des... Voilà, Guénaëlle pourrait mieux en parler avec les troubles vraiment typiquement mécaniques de la mâchoire et autres. Voilà, il y a pas mal de causes à investiguer. Ouais. Bien justement, en parlant d'apnée du sommeil, nous nous sommes rendus au CHU de Lille pour voir à quoi ressemble l'examen de dépistage de l'apnée du sommeil, appelé la polysomnographie. Regardez. Boris, 44 ans, avance dans les couloirs du CHR. Dans quelques minutes, il s'apprête à débuter un examen pas tout à fait comme les autres. Ce qui l'a amené ici, des symptômes multiples qui laissent croire à une éventuelle apnée du sommeil. Des réveils multiples dans la nuit, pour uriner ou pas, des difficultés à m'endormir, des réveils dans un état pas reposé, en fait une fatigue au réveil qui est quand même constante toute la nuit. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonne partie. Donc vous avez été adressé par l'équipe d'ophtalmologie pour la recherche d'un syndrome d'apnée du sommeil, puisque vous avez présenté... Une fatigue qui affecte la vie de Boris au quotidien, difficultés de concentration mais aussi de mémorisation parfois. Pour déterminer s'il souffre d'apnée du sommeil, Boris va passer une nuit en observation à l'hôpital pour détecter si sa trachée se ferme de façon répétée durant son sommeil. Ce sont des apnées qui ne surviennent que pendant le sommeil et qui sont responsables d'interruption de la respiration au cours du sommeil. Dans les laboratoires de sommeil, nous réalisons effectivement des polysomnographies avec des électrodes au niveau de la tête, au niveau du thorax, des jambes, pour nous permettre d'identifier, de compter et de qualifier ces apnées.
Un examen qui peut être aussi réalisé à la maison. Une fois le diagnostic établi, cette machine est régulièrement proposée aux patients. Elle envoie un flux d'air léger et continu tout au long de la nuit qui compense l'obstruction du conduit. Le grand avantage de ce traitement, c'est qu'il est rapidement efficace. Les gens vont se sentir moins fatigués le matin au réveil et ils vont se sentir globalement beaucoup plus énergiques. La prise en charge de l'apnée du sommeil, outre le traitement par la machine, nécessite une prise en charge plus globale de la cause de l'apnée du sommeil, l'obésité, puisque c'est la cause principale d'apnée du sommeil. Et donc pour cette prise en charge globale, nous allons solliciter l'intervention de nutritionnistes, de diététiciennes ou des diététiciens, psychologues, kinésithérapeutes, tout cela dans le cadre d'un parcours de soins intégré. En France, l'apnée du sommeil touche 5% de la population, une pathologie qui augmente avec l'âge puisque 10% des plus de 60 ans sont touchés. Voilà, et rappelons que le dépistage est désormais possible aussi à la maison et la prise en charge, donc à l'appareil respiratoire, mais il peut aussi y avoir des orthèses dentaires pour les cas plus modérés. Alors, autre cause de fatigue très fréquente, c'est l'anémie, c'est-à-dire que notre corps est moins bien oxygéné, donc plus fatigué. Il faut d'abord aller rechercher une carence en fer, en particulier chez les femmes non ménopausées, puisque le fer, Bruno, permet le transport de l'oxygène dans notre organisme. Oui, tout à fait, c'est vraiment... on va dire un métal très important pour une bonne santé, c'est sûr. Alors les causes d'anémie, par contre, il n'y a pas que les carences en fer. Très souvent, on pense que c'est la carence en fer, mais les vitamines du groupe B, B9, B12 aussi qui sont B12, très importantes. donc attention aux personnes qui sont véganes. Véganes, même petits mangeurs de viande, ouais. Parce que flexitarien, c'est très tendance, on va dire. Et moi, je vois sur les bilans, très souvent... des carences B12 assez importantes, de fer évidemment. Donc c'est attention quand même, warning sur ce type on va dire de mode alimentaire, même si c'est par ailleurs plutôt santé. Hein. Chacun choisit son mode alimentaire, mais il y a quelques petites vigilances à avoir, quoi. Ça en fait partie. Et puis attention chez les femmes aussi qui ont des règles très abondantes. Elles se retrouvent souvent avec un... Alors plutôt le sujet de... Ouais. Oui, tout à fait. Effectivement, il faudra travailler du coup à ce moment-là sur les causes des règles abondantes qui sont souvent liées à un déséquilibre hormonal. Mais qui peuvent provoquer justement une anémie, en tout cas par carence en fer. Le manque d'acidité dans l'estomac aussi ? Oui, absolument. Oui, tout à fait. On a besoin d'acidité dans l'estomac pour pouvoir bien absorber le fer dans l'intestin, parce qu'il faut un peu d'acidité aussi dans l'intestin pour que les transporteurs du fer arrivent à fonctionner correctement. En dehors de la fatigue, quels sont les autres signes qui peuvent nous mettre sur la voie d'une carence, en tout cas d'une anémie ? Une anémie, assez classiquement, essoufflement, évidemment pâleur, hein, on n'a pas la bonne mine, essoufflement, difficulté avec les efforts, quoi, de manière générale, quoi, voilà, c'est un peu les grands signes. Perte de cheveux souvent. Perte de cheveux, oui, du coup, dysfonction thyroïdienne aussi. Les carences en fer, c'est pas l'anémie, c'est des carences en fer qui vont du coup induire des dysfonctions thyroïdiennes, des mauvaises détox, on en reparlera tout à l'heure aussi, je crois. Voilà, donc il y a pas mal de petits signes, mais c'est pas des vrais anémiés en consultation fonctionnelle. Moi, j'en ai pas beaucoup, quoi. C'est des gens quand même que le médecin repère, quoi, très souvent. Donc voilà, c'est pas. Et justement, au niveau du bilan biologique, comment objectiver une anémie ? Alors l'anémie, à proprement parler, ça va être médical. C'est sur l'hématocrite, le taux d'hémoglobine. Donc ça, vraiment, à proprement parler, ça c'est le médecin qui va repérer. Nous, on va regarder plutôt justement la ferritine, le taux de fer, la B9, un dosage un peu particulier. On appelle ça la B9 érythrocytaire, la B9 dans les globules rouges, les taux de B12 par exemple. Donc ça va nous permettre de voir les micronutriments qui potentiellement peuvent induire une anémie. Mais la vraie anémie est un diagnostic médical, c'est le médecin qui va la repérer, quoi. Voilà. Alors, on parlait justement tout à l'heure de notre thyroïde. Si vous êtes fatigué, surtout le matin, malgré vos 9 heures de sommeil, avec l'impression que votre journée démarre vraiment à 13 heures, quelle cause faut-il rechercher ? Justement, une thyroïde qui fonctionne un petit peu au ralenti, Guénaëlle. Eh oui, c'est ça, tout à fait. Effectivement, quand on a une hypothyroïdie, on est fatigué, tout simplement parce que la thyroïde, c'est elle qui va gérer notre métabolisme en stimulant nos chaudières énergétiques, nos mitochondries. Et donc, si la thyroïde tourne au ralenti, nos mitochondries tournent au ralenti, et donc on produit moins d'énergie. Mitochondries, peut-être rappelons ce que c'est nos les petits organites voilà, dans nos cellules qui produisent notre énergie. À partir de l'alimentation. Exactement, et des micronutriments. Et donc, oui. Alors, quelles sont les causes les plus fréquentes d'une thyroïde qui fonctionne
au ralenti? Alors, il y en a de multiples. Il y a les déficits en micronutriments, justement. La thyroïde, elle a besoin de multiples micronutriments tels que l'iode. Alors, avant, les hypothyroïdies étaient très souvent liées aux carences en iode. Moins aujourd'hui, mais il y a d'autres micronutriments qui peuvent impacter son fonctionnement, parmi lesquels le sélénium, le fer. Il y en a d'autres. Il y a le cuivre, la B12, le magnésium. De nombreux micronutriments sont nécessaires au fonctionnement de la thyroïde. Alors après, en revanche, il y a aussi tout ce qui est exposition aux métaux lourds, aux perturbateurs endocriniens. Au fluor, attention, aux dentifrices fluorés. Ouais. Le mercure aussi, dans les gros poissons gras prédateurs, qui peuvent aussi impacter le fonctionnement de la thyroïde. Et le stress aussi, la thyroïde est très vulnérable au stress et aux déséquilibres hormonaux chez la femme, entre les oestrogènes et la progestérone, la thyroïde aussi. Là, je vous renvoie à la lecture de livre de Guénaëlle. Voilà. Reprenez vos hormones, reprenez le pouvoir. En dehors de la fatigue, quels sont les autres signes d'une hypothyroïdie? Voilà, le profil type d'un patient en hypothyroïdie. Voilà, parce que c'est vrai que la fatigue peut nous amener vers plein de causes différentes, mais alors du coup, si on voit associé à de la fatigue, une frilosité, je pense que c'est le signe le plus spécifique de l'hypothyroïdie, une prise de poids, mais tous les hypothyroïdiens ne sont pas en surpoids. Et d'ailleurs, une des causes, c'est parce qu'ils ont une digestion ralentie. Donc, des fois, ils n'ont pas faim, ils peuvent être constipés, avoir du reflux, avoir l'estomac lourd. Et puis, avoir également une perte de cheveux assez diffuse. Voilà, un fonctionnement global un peu au ralenti avec une fréquence cardiaque assez basse également. Ce genre de signes cliniques doivent nous orienter vers une hypothyroïdie. Bon, et la correction des causes qu'on vient de citer, carence en fer, iode, vitamines du groupe B, gestion du stress, tout ça, ça peut suffire à relancer parfois une thyroïde paresseuse. Il n'y a pas forcément besoin de passer par une prise en charge médicamenteuse. Tout à fait. Si la thyroïde n'est pas trop attaquée par le système immunitaire, ce qui peut parfois arriver dans des cas plus pathologiques. C'est-à-dire qu'on va fabriquer des anticorps contre sa thyroïde. Voilà. C'est l'hypothyroïdie d'Hashimoto, par exemple. Tout à fait. Donc, effectivement, si la cause est juste micronutritionnelle, donc liée à une carence ou au stress, en prenant la charge ces causes, ça suffira pour relancer la fonction thyroïdienne. Alors, il peut y aussi avoir des fatigues qui vont se manifester plutôt l'après-midi, notamment après le déjeuner, avec souvent une sensation d'avoir la tête un peu dans le brouillard, des courbatures, comme si on était un petit peu grippé. Là, il faut penser à nos surrénales. Alors, rappelons peut-être à quoi servent nos surrénales et où elles se trouvent surtout. Alors, surrénales, sur les reins. Voilà. Et donc, à quoi elles servent? Nos surrénales, c'est des glandes très importantes qui vont fabriquer des hormones qui nous permettent de faire face au stress, notamment, donc de fuir ou combattre en cas de stress pour pouvoir mieux gérer tous ces événements de la journée qui nous arrivent en permanence, les factures qui tombent, l'engueulade avec le conjoint, les enfants qui nous fatiguent, etc. Cette fameuse charge mentale dont on a parlé dans une autre émission, mais oui. Tout à fait. Donc, les surrénales ont plein d'autres fonctions. Enfin, les hormones qu'elles produisent ont plein d'autres fonctions également, comme celle de moduler l'inflammation, moduler les allergies, etc. Alors, quels sont les autres signes caractéristiques d'une carence en cortisol, en dehors de cette fatigue qui est surtout l'après-midi ou vers 17h, on a besoin de se rebooster. Alors, en général, on mange du sucre, ce qui n'est pas formidable, mais... Je dirais déjà que la fatigue des glandes surrénales, ce n'est pas juste une simple fatigue, c'est un épuisement. Et vraiment, c'est quelque chose de très différent. Un épuisement, quand on dit qu'on est vraiment épuisé, c'est pas juste une simple fatigue. Donc après, quand on a une fatigue physique, psychique aussi. C'est une fatigue qui fait qu'on n'est plus capable de gérer les événements de la vie quotidienne. On est complètement... alors, il y a des mots qui leur parlent beaucoup, c'est être HS, être à côté de la plaque, être confus. C'est des mots, quand on leur demande s'ils le ressentent, ça paraît une évidence pour eux quand ils en sont là. Après, du coup, les autres signes cliniques, ça peut être, vu que le cortisol que nos glandes surrénales fabriquent, cette hormone qu'on produit pour faire face au stress, c'est notre anti-inflammatoire et notre anti-allergique principal. Donc, quand on manque de cortisol, on aura les inflammations, les allergies qui peuvent flamber et qui peuvent donner des douleurs ostéo-articulaires, un nez qui coule, une gorge qui gratte, etc. Ou des maux de tête. Quand on a des allergies, des problèmes de peau associés à une grande fatigue... peut-être penser à une fatigue surrénalienne. Et on peut avoir aussi une envie justement de se rebooster parce qu'on est crevé et on va parfois chercher à se rebooster avec du sel. Alors on a des patients qui disent j'ai des envies de gras parce qu'ils vont manger des chips par exemple. Mais c'est parfois le sel parce qu'ils ne retiennent plus le sel quand ils manquent de cortisol. Donc ils vont chercher à relancer la machine avec du sel. Parfois. Voilà, et une des conséquences extrêmes justement de cet épuisement des glandes surrénaliennes, c'est le burn-out. Nous avons rencontré justement Martine Gauthier, qui a été victime d'un épuisement professionnel, ce fameux burn-out. Elle témoigne devant nos caméras. Regardez.
On en arrive à devoir faire tout plein de choses en très peu de temps, avec un maximum de personnes. Et donc forcément, on accompagne mal. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a tiré vraiment vers le bas, c'est-à-dire de travailler à l'encontre de mes valeurs professionnelles. Je finissais par arriver quand même au travail. Et puis sur le parking, c'était essayer d'arriver dans le bureau la tête haute et puis en disant tout va bien, quoi. Et j'y arrivais. Voilà, j'y arrivais jusqu'au jour où malheureusement, un matin, mon corps m'a pris de haut et m'a dit non, tu ne vas pas y arriver aujourd'hui parce que je ne te laisserai pas mettre un pied devant l'autre. Et donc je suis restée bloquée, vraiment bloquée. Dans votre lit. Voilà, donc un déverrouillage qui a été très 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 dur pour que je puisse aller consulter. Ma généraliste m'a donc fortement conseillé d'aller voir un psychiatre et voilà, pour essayer de dénouer certainement quelque chose qui était là et qui faisait très mal. Et chose que j'ai fait, et on m'a demandé de raconter une journée type et j'ai eu énormément de mal à la raconter parce qu'en fait je l'ai vécue, assise sur une chaise devant ce professionnel qui en a déduit tout simplement que j'étais en épuisement professionnel. Mais j'ai pas voulu l'entendre. Et j'ai mis des mois à l'accepter. Et souvent, en cas de burn-out, les médecins vont prescrire un antidépresseur. Alors, la personne va aller mieux, mais le problème, c'est qu'on ne traite pas la cause du burn-out, qui est la carence en cortisol. Alors, déjà, en prévention, comment booster naturellement la production de cortisol et éviter d'en arriver dans le cas de Martine, Guénaëlle? J'avais prévu de vous parler de l'importance des biorhythmes, mais en fait, le reportage de Martine, du coup, il y a quelque chose d'essentiel dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle travaillait à l'encontre de ses valeurs. Donc j'allais dire que le plus important, c'était la gestion des biorhythmes, mais finalement, je me dis que peut-être le plus important, c'est de respecter ses propres valeurs et de pouvoir être en phase avec. On parle toujours du burn-out comme un épuisement professionnel lié à une charge de travail. Je pense qu'en fait, si on travaille beaucoup, mais que ça respecte nos propres valeurs, que ça a du sens, on évite le burn-out quand même. Donc voilà, qu'on soit en accord avec ses propres valeurs, mais quand même la gestion des biorhythmes est primordiale. Donc, en quelques mots, gestion des biorhythmes, c'est respecter ses propres rythmes. Oui, et puis veille, sommeil. Voilà, et se lever à heure régulière, le week-end, la semaine, les vacances. Si on est fatigué, bien sûr, autrement on peut se permettre de faire la grasse mat. Mais si on est dans un état comme ça, il faut que notre corps ait de la régularité pour qu'il puisse relancer ses surrénales. Dosage du cortisol a-t-il un intérêt, Bruno ? Alors, ça dépend de quel dosage on parle. C'est vrai que le dosage habituel fait par le médecin, le cortisol de 8 heures du matin, ne sert pas à grand-chose d'un point de vue fonctionnel. D'un point de vue médical, ça peut permettre bien sûr de repérer des pathologies surrénaliennes, maladie d'Addison, maladie de Cushing, tout ça, donc ça a vraiment un intérêt. Mais nous, on va rechercher ici, alors dans son cas, vraiment des carences importantes de cortisol. On pratique, nous, des dosages salivaires du cortisol, c'est assez peu connu et pourtant une super analyse et qui permet de voir si la personne a ce qu'on appelle un bon pic du cortisol. Parce que le matin, quand on le fait à plusieurs moments de la journée. On le fait à 2 moments, ça suffit. Au moment du réveil, vraiment, dès qu'on ouvre les yeux, dès qu'on devient conscient, et 30 minutes après le réveil. Et normalement, s'il y a une bonne physiologie, on a un pic de cortisol assez marqué. 30 minutes après. 30 minutes après, il y a une augmentation du cortisol, c'est notre hormone de veille, on se réveille comme le cortisol. Et s'il n'y a pas ce pic? Et s'il n'y a pas ce pic, alors cette dame, sans doute, il y a presque un anti-pic, c'est-à-dire un pic négatif, un pic qui se négative. Et du coup, là, c'est une signature d'un épuisement surrénalien. La surrénale n'est plus capable de fabriquer son cortisol matinal. Et donc, une signature de burn-out, d'épuisement. Donc, professionnel ou autre cause, d'ailleurs. On parle souvent du burn-out professionnel, mais il y a des burn-out relationnels aussi. Bien sûr. Oui, émotionnels. Voilà, ouais. Bon, parlons maintenant de cet organe qui consomme quand même 20% de notre énergie corporelle, le foie. Et quand il est surchargé, il a du mal à fonctionner. On est fatigué, voire très fatigué, parce que ce foie va devoir dépenser encore plus d'énergie pour remplir ses nombreuses fonctions. Bruno. Oui, tout petit organe, 3% du poids du corps, et pourtant un gros consommateur d'énergie parce que de multiples fonctions. Alors, je crois que vous mettiez une petite infographie là-dessus. C'est vrai qu'on pense souvent foie, évidemment, digestion. Bon, détox, c'est un peu connu, c'est un mot à la mode aussi, mais c'est vrai qu'il remplit énormément de fonctions, et notamment cette fonction de détoxification qui, dans notre monde, est primordial. Il a beaucoup de travail et donc ça le fatigue. Et donc quand on est polymédiqué, par exemple, avec une
une contraception, par exemple, aussi, qui impacte le métabolisme hépatique, ou beaucoup de médicaments, ou évidemment alimentation non bio, constipation chronique, tout ça va surcharger le foie. Et ce foie donne une fatigue aussi importante, qui peut être importante, auquel il faut penser, parce que ce n'est pas toujours spontanément ce qui vient à l'esprit, quoi. Et qui peut être associé à d'autres symptômes ? Oui, alors des symptômes un peu de nausée, il peut y avoir justement des gens qui ne supportent pas bien, les moindres odeurs vont les déranger, des médicaments aussi qui ne supportent pas l'alcool, qui vont, voilà, il y a des symptômes, des migraines aussi, voilà, il y a des hémorroïdes, des symptômes un peu connus comme ça qu'on peut lister sur des La sensibilité aux odeurs. C'est ce que je voulais dire, tout à fait. Voilà. Donc, symptômes qui peuvent faire repérer. Mais après, on étudie aussi le mode de vie global de la personne pour repérer ce type de choses, quoi. Voilà, qu'est-ce qui va y avoir ? Là, il n'y a pas forcément besoin de faire un bilan hépatique. Les bilans hépatiques médicaux, non, parce que là, on va avoir des problématiques plutôt vraiment on va dire médicales du foie. Et par contre, nous, on a quelques petits marqueurs qui peuvent être très intéressants. Le sélénium, le fameux fer, on y revient. Des marqueurs de ce qu'on appelle de stress oxydatif ou d'inflammation qui peuvent nous dire le foie baigne dans un terrain qui n'est pas très fonctionnel pour lui et il peut mal encaisser les coups, on va dire. Ça peut nous permettre de voir son terrain, quoi. Voilà un petit peu l'idée. Bien, un grand merci à tous les deux. Je suis ravie qu'on ait pu sortir un peu des sentiers battus et traiter ce thème de la fatigue, qui concerne un peu tout le monde sous cet angle beaucoup plus original. Un grand merci. Donc, à retenir, en cas de fatigue matinale, allez vérifier du côté de la thyroïde, encore plus si vous êtes frileuse, constipée, que vous prenez du poids sans raison ou vous perdez du poids. Une grosse fatigue l'après-midi avec notamment des pulsions salées en fin d'après-midi. Attention, vous avez peut-être du mal à fabriquer du cortisol. Vos surrénales sont peut-être en train de s'épuiser. Et si votre fatigue est associée à une mauvaise haleine, un teint un peu jaune, on n'en a pas parlé aussi, que vous ne supportez plus les odeurs, voilà, c'est que votre foie est peut-être en surcharge. Vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Un grand merci à tous les deux. C'était passionnant. Merci en tout cas à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre thyroïde, de votre foie, de vos surrénales. Voilà, merci beaucoup. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.